Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio. Merci d'être là encore ce soir, 30 minutes pour vous donner un avis, mon avis sur ce soir sur l'AC Milan et son naufrage récent. Donc voilà, en tous les cas, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont dans le chat. On va aborder un petit peu le sujet de l'AC Milan et on va se poser la question déjà d'où est-ce que leur cercle vertueux est parti il y a quelques temps maintenant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où effectivement Milan marchait sur la Serie A et puis ce mois de janvier funeste. Et puis enfin, on va voir un petit peu sur la troisième partie, se demander comment est-ce que Milan peut se sortir de cette situation, parce que c'est une situation qui est vraiment compliquée et qui hypothèque éventuellement son avenir, même en Ligue des Champions. Donc c'est très grave pour les finances d'un club comme le Milan. C'est assez grave. Il y a donc dans les commentaires, à part Maignan, vous avez toujours le même 11. Oui, tout à fait, à peu près. On va le voir, il y a 2-3 choses qui ont changé entre-temps. Mais Pierluigi Golini, oui, on est en train de négocier, alors pas pour Golini, mais pour Sportiello, je crois, avec l'Atalanta, Joël, il me semble. Donc voilà. En fait, comment dirais-je ? Ça commence, le cercle vertueux de l'AC Milan commence il y a 2 ans et demi, avec une défaite 5-0. Donc Gianpaolo est entraîneur. Alors, ça commence par Gianpaolo est recruté par Maldini pour entraîner l'AC Milan. Pourquoi ? Parce qu'il est même validé par Arrigo Sacchi. Gianpaolo est considéré comme un surdoué du football italien. Il pratique un jeu chatoyant, etc. Et Maldini se dit, c'est ce type d'entraîneur qu'on veut. On veut donner une identité forte de jeu à l'AC Milan. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc on va recruter Gianpaolo. Gianpaolo arrive au Milan et c'est une catastrophe. Mais quand je dis une catastrophe, c'est une catastrophe. Il essaye d'avoir un espèce de plan de jeu que personne ne comprend au club. Alors on n'a pas le même effectif non plus, il faut le dire. Mais en tous les cas, c'est une catastrophe et au bout de 8 journées, je crois, il est évincé. Et Stefano Pioli est recruté, donc à peu près au mois d'octobre, fin octobre si je ne m'abuse. Et les premiers résultats de Stefano Pioli sont pas bons du tout. Donc d'ailleurs, il y a sur Twitter en particulier, mais pas que, il y a un hashtag qui s'appelle Pioli Out, qui devient assez viral. En quelques jours, Pioli Out est le hashtag le plus répandu sur Twitter au niveau international. Donc c'est quand même, il n'y avait pas grand monde qui le voulait parmi les supporters du Milan. Et le point d'orgue de cette espèce de comment dirais-je, de débâcle du début de Pioli, c'est le 5-0 contre l'Atalanta. Donc il y a un 5-0 contre l'Atalanta, il me semble que c'est à Bergame, il faudrait demander à Okoto Nujo qui est dans les commentaires, parce que je sais que c'est un supporter de l'Atalanta. Et en l'occurrence, ce 5-0 en fait fait un déclic en fait chez les dirigeants du Milan, à l'époque Elliott, et Maldini depuis le début de saison réclamait de l'expérience dans ce groupe très très jeune, parce que donc Elliott avait pris vraiment la direction d'un groupe très jeune avec un entraîneur innovant, etc. Un petit peu modèle Leipzig. Très honnêtement, c'était ça qu'ils avaient dans la tête. Et d'ailleurs, on parlait à l'époque de Ralf Rangnick, et donc voilà. D'ailleurs, ça va traîner toute la saison, cette histoire de Ralf Rangnick. Et effectivement, il recrute Ibrahimovic à l'intersaison, qui était à l'époque en MLS et qui veut bien revenir en Europe. Au Milan en particulier, il dit que c'est sa maison et que donc il est très content de revenir au Milan. Et à partir du moment où Ibra arrive,
22-12 2009 à Bergame, oui. Ah oui, d'accord, carrément, il l'avait marqué. Voilà, oui, tout à fait. Forza Juve, un peu comme la Juve et leur Allegri out, c'est un peu la même chose, ouais, le Pioli out. Donc en l'occurrence, cette défaite 5-0 fait un déclic un petit peu chez Elliott, et il recrute Simon Kjær et Ibrahimovic pour amener de l'expérience à ce groupe très très jeune, talentueux, sans être incroyable. Hein. Alors il y a déjà Leao, et puis en gros, hein, c'est à peu près l'équipe que vous avez là, à 2-3 détails près. Et on va voir comment ces 2-3 détails comptent cette année d'ailleurs. Et ils enchaînent ils commencent à partir de ce moment-là un cercle vraiment vertueux, et ils n'ont aucune défaite jusqu'à la fin de saison. Alors il se trouve qu'il y a le Covid entre les deux, donc le Covid coupe la saison en deux. Le Milan travaille très très bien pendant cette période de Covid, et quand ils reviennent, ils enchaînent tout le monde. Ils battent la Juve à Turin, ils battent à peu près tous les gens qui croisent, même les gros, ils commencent à gagner contre eux ou faire des matchs nuls à l'extérieur. Et ils terminent la saison en boulet de canon à 1 point, je crois, de la Champions League. Ils sont donc qualifiés en Europa League, et la saison suivante commence. La saison suivante, c'est la saison 2021-2022, je crois. Oui, c'est celle-là. Absolument. Non, pardon. Il y a une saison entre les deux. Ils terminent dans les 4 cette fois-ci. Ils vont en Champions League. C'est la saison du titre. Hein. Donc c'est la saison 2020-2021 où ils terminent 4e du championnat. D'ailleurs non, 2e du championnat, mais ils arrivent à se qualifier à la dernière journée, justement en bouclant la boucle, parce qu'ils vont se qualifier à l'Atalanta, qui avait fait une saison incroyable cette année-là. Et ils se qualifient en Ligue des Champions à l'Atalanta à la dernière journée. Et enfin commence la saison 2021-2022, où là, le groupe a vraiment pris confiance en lui, avec ces saisons où ils ont commencé à battre les gros, où ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, et ils font une saison vraiment très très bonne. Alors il faut savoir aussi qu'ils ont quand même eu un trou au mois de janvier. Au mois de janvier, tout le monde pensait à Milan que le titre était perdu, hein, au mois de janvier de l'année dernière, donc janvier 2022. Ils ont enchaîné les matchs nuls, pas de défaite, mais en tous les cas des matchs nuls. Et puis finalement, c'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les autres clubs ont aussi eu des trous, dont l'Inter, surtout l'Inter, parce que c'était les seuls vrais concurrents à l'époque. Et cet Inter, finalement, perd le titre pour 1 point. Donc voilà. La saison 2022 reprend, 2022-2023, donc là au mois de septembre. On sait que c'est une saison vraiment particulière, Milan le dit haut et fort, la première partie de saison ne sera pas du tout la deuxième partie de saison, c'est assez ironique d'ailleurs. La saison démarre plutôt pas mal, hein, ils ont engrangé pas mal de confiance avec le titre, etc. Et ils jouent plutôt bien au football. Ils se qualifient en 8e de finale de Ligue des Champions, donc c'était aussi l'objectif numéro 1 du club cette année. Et puis arrive la trêve, ils sont pas très loin, ils sont à 5 points je crois, avant la trêve ils sont à 5 points du Napoli, ou 7 points. En tous les cas, ils sont tout seuls 2e derrière le Napoli. Alors oui, tout le monde se dit le Naples a énormément d'avance, etc. Oui, mais c'est faisable en fait. C'est faisable, pourquoi ? Parce que justement, Milan dit la deuxième partie de saison sera une saison de transition. Alors, la Coupe du Monde vient, il y a 51 jours de coupure, je crois, et finalement le championnat reprend. Dès le début, le Napoli se troue et perd contre l'Inter, Milan gagne, ils reprennent 2 points, puis ensuite 3 points, et là tout le monde se dit le championnat est relancé. Malheureusement, derrière, arrive la Roma, et là, tout s'effondre. Alors, qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Alors, entre les deux, déjà, il y a 2 éléments très très forts de l'année dernière qui sont partis. Il faut le dire, c'est nécessaire de le dire, parce que on les a beaucoup chambrés, Kessie et Romagnoli. Mais Romagnoli, c'était le capitaine du Milan. À l'époque, et Kessie, c'était un milieu de terrain qui était titulaire H24, et à la fin de la saison, il était même titulaire en numéro 10. Donc, alors en plus, vous n'avez pas été trop impacté par le mondial. Léo peut jouer, les Italiens pas qualifiés, à part Giroud. Ouais, tout à fait, excepté Giroud et Hernandez, il y a peu de joueurs qui sont allés très loin en Coupe du Monde, et
aussi, tout simplement, peu de joueurs qui avaient été sélectionnés. Parce que les potentiels sélectionnés, en plus, ils étaient blessés, du style Salemackers, etc. Donc, bref, en tous les cas, voilà. Donc, effectivement, Kessie est parti au Barça. Hein. Il a essayé de jouer au plus fin avec Maldini, à négocier des salaires stratosphériques. Maldini a refusé. Résultat, pour le salaire qu'avait proposé Maldini, il a signé au Barça. Résultat, il joue pas au Barça. Et il a même, éventuellement, il paraît, en tous les cas, fin novembre, demandé au Milan pour savoir s'il pouvait revenir. Le Milan, bien sûr, a refusé. Bon, ça, je trouve que c'est une posture normale. Hein. On a tout fait, enfin, Milan a tout fait pour le signer. Finalement, il s'en va et il veut revenir. Bon, c'est normal que tu dises non. Donc ça, il n'y a pas de souci. Romagnoli, lui, a signé à la Lazio. Et effectivement, c'était un peu un des cadres de ce groupe. Et je pense que le fait que Kessie soit parti, le fait que Romagnoli soit parti, ça fait beaucoup. Il faut savoir que l'équipe du Milan est très très jeune. Si Maldini avait demandé des renforts, un petit peu d'expérience, c'est parce que justement cette équipe avait besoin de repères sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, le fait qu'il y en ait deux qui soient partis, plus combiné à ça, la blessure d'Ibrahimovic. Hein. Ibrahimovic s'est fait opérer juste après le titre, style 5 jours après le titre, la fin de la saison dernière. Il n'est toujours pas revenu, hein. On est en février. Il est toujours pas revenu parce qu'il a donc joué, je crois, sans ligament croisé pendant très longtemps. Là, il a l'entraînement, mais il est toujours pas prêt de revenir. Ils disent qu'il sera peut-être prêt pour le Milan-Tottenham. Alors, je pense pas qu'il joue à Milan-Tottenham, mais il sera peut-être sur le banc. Donc voilà. Et il se trouve que Ibrahimovic a fait sa rééducation loin de Milan. Donc il n'était même pas dans le vestiaire pour, on va dire, inspirer le groupe, etc. Il venait de temps en temps au match et je pense que donc il était dans le vestiaire, mais en fait, dans la vie du groupe de tous les jours, il n'y était pas. Là, ça y est, il revient. Peut-être, j'espère que ça pourra faire quelque chose. Simon Kjær a été blessé aussi très longtemps, toute la première partie de saison. Donc en gros, et puis, alors, la cerise sur le gâteau, effectivement, Maignan, qui, je pense, est un gardien qui fait gagner des titres. Très clairement, l'année dernière, il a gagné des points à lui tout seul, hein, dans des matchs où c'était très très compliqué. Mike Maignan s'est blessé et il est blessé maintenant depuis le 29 septembre. Nous sommes donc au mois de février, il n'est toujours pas prêt à revenir. Donc c'est une grosse blessure au mollet où il y a eu rechute. Donc il a repris 50 jours d'arrêt après la première blessure initiale où il y avait déjà 50 jours d'arrêt. Donc, et elle s'est rouverte, en fait, exactement la même blessure. On pensait que c'était cicatrisé et en fait, malheureusement, ça s'est rouvert. Donc il paraît aussi que lui aussi devrait revenir pour le match contre Tottenham. Ouais, je vois dans les commentaires, Maignan surtout va bientôt revenir, presque une recrue pour vous ce retour. Ça parle de février, le retour. Effectivement, Mike Maignan est pour moi, je pense, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais il est top 5 des gardiens mondiaux. Alors, il est peut-être pas numéro 1, mais en tous les cas, il est 5e tranquille. Sur la saison dernière, hein, bien sûr, on ne va pas le juger sur cette saison, il a fait quasi aucun match, mais la saison dernière, il a fait des prestations XXL, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en championnat. Il a terminé champion et il a un rôle déterminant dans le jeu du Milan, mais je parle même du jeu au pied, en fait. Il oriente le jeu, il a une relance longue et une relance courte qui est excellente, et puis sur sa ligne et dans les airs, il est impérial, donc c'est vrai que ça aide énormément et ça donne une confiance incroyable à la défense, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle lorsqu'on voit les prestations de Tatarusanu, même si il y a du Tatarusanu bashing en ce moment, c'est vrai, mais Tatarusanu n'est pas si catastrophique que ça. Quand on regarde ses prestations, par exemple hier, c'était hier midi, ils ont pris 5 buts Milan. Oui, le deuxième but, il peut faire mieux, mais les autres, il peut pas faire grand-chose. Très honnêtement, il est pas catastrophique. Il est beaucoup moins déterminant que bien sûr Mike Maignan, qui est, comme je vous l'ai dit, un des top 5 des gardiens au monde. Mais ça va, c'est un gardien moyen. Voilà, c'est tout. En tous les cas, il ne sécurise pas la défense. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés au mois de janvier? Et puis, qu'est-ce qui leur manque? On a vu quasi tous leurs cadres, tous les cadres qui avaient été recrutés
où les cadres qui encadraient le vestiaire l'année dernière sont tous partis, soit pour blessure, soit pour transfert ou fin de contrat. Enfin, la plupart, c'est fin de contrat, parce que donc Romagnoli n'a pas été re-signé parce qu'il redemandait le même salaire, mais Milan voulait lui donner un salaire divisé par 2. Et donc Kessie, bien sûr, voulait une réévaluation salariale. Milan était d'accord, mais il a été trop gourmand avec son agent, et finalement, il a pris une énorme prime à la signature au Barça, au même salaire. Donc c'est aussi pour ça qu'il est parti au Barça. Donc un manque de cadre, et puis il faut savoir aussi que le groupe du Milan, pour être totalement objectif, c'est un groupe de jeunes joueurs plutôt talentueux, mais il n'y a pas de Fury class, alors excepté un qui s'appelle Rafael Leao, mais qui est, oui, il fait des différences sur son côté, mais le problème c'est qu'il faut aussi que les joueurs autour de lui fassent des différences, comme c'était l'année dernière. Par exemple Olivier Giroud, alors qu'il a fait une très bonne première partie de saison, mais qui là, depuis la Coupe du Monde, n'a toujours pas marqué. Hier, il a marqué, mais il était hors jeu. Donc malheureusement, de vraiment très très peu, un bout d'épaule. Donc, mais il était hors jeu. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors attends, quelques commentaires. Ouais, le favori est de loin pour prendre la place de Lloris en équipe de France. Effectivement, Mike Maignan sera certainement la relève de Hugo Lloris, et je pense que ça a vraiment changé le jeu de l'équipe de France. Kevin qui dit saison dernière, il a été incroyable. Effectivement, c'est l'ancien de Lyon, lui. Non. En l'occurrence, le Mike Maignan est l'ancien de Lille. Il a été champion de France avec Lille. Tonali est de plus en plus décevant. Oui, alors Tonali a fait une première saison très compliquée, et ça aussi c'est à noter. Hein. Les cadres de l'équipe qui avaient fait des saisons extraordinaires, et là je parle de cadres techniques et pas de cadres en termes de charisme, de leadership. Tonali était un cadre technique l'année dernière. Avec Bennacer, ils ont fait un duo qui était incroyable, et lorsque l'un ou l'autre était blessé, Krunic rentrait et faisait des choses incroyables. Et pareil, en numéro 10, il y avait Brahim Diaz et Kessie. Alors Brahim Diaz par intermittence, et Kessie en revanche qui prenait la place de façon incroyable en numéro 10. Alors c'était un numéro 10 costaud, hein. C'était pas Zinedine Zidane, mais ça faisait le job. Et c'est vrai qu'au milieu du terrain, Bennacer est à un niveau stratosphérique. Ça n'a pas changé. Bennacer est certainement le meilleur joueur du Milan depuis le début de saison. Tonali, en revanche, peine beaucoup à retrouver le niveau de l'année dernière. Il avait fait une première saison qui était timide, et Milan avait même à la limite prévu de le renvoyer dans son club, parce qu'il était en prêt la première saison. Et en fait, il avait insisté pour rester. Il avait même demandé à baisser son salaire pour pouvoir rester. Bien sûr, Maldini, ça l'avait touché, et il l'avait donc re-signé. Et puis en fait, effectivement, il avait donc signé, hein, d'ailleurs, puisque c'était un premier contrat. Et il avait fait une saison mais extraordinaire, vraiment un milieu de terrain très puissant, très technique, avec une super clairvoyance, partout il courait, etc. Ça change pas que on a des bons joueurs. Franchement, on a des joueurs de le niveau moyen de l'équipe techniquement et même tactiquement est plutôt bon, vraiment. Après, on n'a pas des top joueurs, ce qui fait que, et l'année dernière, Pioli le disait, en fait, notre équipe a très très peu de marge de manœuvre, en fait. C'est-à-dire que si elle n'est pas à fond, si elle ne met pas tout ce qu'elle a sur le terrain, dans l'impact, dans le pressing, etc., Pioli disait, notre équipe n'a quasi pas de marge. On a gagné, mais c'était vraiment sans aucune marge. Et c'est vrai, c'est très clairement vrai, on le voit. Hein. En fait, là, il y a beaucoup moins d'intensité dans le jeu de Milan, il y a beaucoup moins de pressing, les passes sont plus très très, comment dirais-je, en fait, il n'y a pas d'intention dans les passes qui sont faites. Très souvent, elles sont à contre-temps, elles sont derrière l'appel, elles sont forcées. Et ce qui fait que, en fait, tout est un petit peu déréglé. Et comme cette équipe, en un contre un, on va dire individuellement, elle n'est pas extraordinaire. Par exemple, à la Juve, il y a beaucoup plus de qualité. À l'Inter, il y a beaucoup plus de qualité. Au Napoli, en un contre un, je pense qu'il y a beaucoup plus de qualité avec Kvaratskhelia et Osimhen. Le seul joueur vraiment de 1 contre 1, les deux seuls joueurs, pardon, vraiment de 1 contre
central qui techniquement et physiquement peuvent faire des différences, c'est Théo Hernandez et Leao. Le problème, c'est qu'un seul côté, et les équipes commencent à comprendre qu'une fois que vous avez bloqué le côté gauche à Milan, bah en fait, il n'y a rien à droite. Calabria essaye de faire le job, c'est le capitaine, mais il n'est pas génial, même si j'aime, on va dire... je pense que c'est un bon capitaine en ce sens qu'il véhicule les valeurs du club, mais c'est pas un joueur de très haut niveau. Messias Selemakers à droite, bon bah là c'est très compliqué. Et puis en numéro 10, Charles de Ketteler peine à confirmer. En l'occurrence, Brahim Diaz, c'est la même chose. C'est très compliqué, c'est très en dents de scie. Alors, de Ketteler, c'est pas du tout en dents de scie, c'est pas du tout. Donc depuis le début de saison, il n'y a aucun match qui vaut le coup. Vraiment aucun. Il n'y a pas un match que j'ai pu voir du Milan où tu peux te dire « Ah oui, ça y est, de Ketteler, on commence à voir sa qualité ». Non, pas du tout. Excepté peut-être le premier. Le premier, il est rentré avec un peu d'insouciance. Il a fait 2-3 contre l'Orienté qui était impressionnant, mais c'est tout. Et après, depuis le début de saison, c'est catastrophique. Brahim Diaz, c'est trop en dents de scie. Milan, à l'heure actuelle, se demande s'ils doivent le transférer. Le Real demande 22 millions d'euros pour Brahim Diaz. Je trouve que c'est beaucoup trop. C'est pas un joueur sur lequel tu peux trop poser. C'est un joueur qui va faire des exploits. Par exemple, sur les matchs allés, le but qu'il met contre la Juve, où il troue un peu toute la défense, enfin d'une Juve qui est très 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 diminuée. C'est assez impressionnant, mais c'est un éclair de génie comme ça de temps en temps, et encore de génie, c'est juste un éclair un peu technique et physique, même s'il a beaucoup travaillé physiquement, il aime beaucoup Milan aussi. Mais voilà, après au milieu du terrain, Tonali, Bennacer ont beaucoup de mal à faire le jeu. Ibrahimovic n'est pas là, donc tout repose sur Giroud. Origi est inexistant. En gros, en fait, toutes les recrues du Milan, ils ont dépensé 50 millions cet été. Aucune recrue du Milan n'a été décisif depuis le début de saison. Mais rien, aucun. Vranks, il joue quasi pas. Brahim Thio, il joue pas du tout. De Ketteler, il rentre de temps en temps, mais il est vraiment, vraiment mauvais. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme autre recrue? Donc bien sûr de Ketteler, c'est celui qui a pris le plus d'argent, c'est quasi 30 millions pour recruter Charles de Ketteler, et ils ont essayé de recruter un ailier droit, mais c'est vrai que l'ailier droit, alors on parlait de Ziyech, à l'heure actuelle il parle aussi de Pulisic, mais en fait réellement le Milan, enfin en tous les cas la stratégie de Redbird, les nouveaux propriétaires, c'est pas du tout de faire des gros investissements. Donc ils ont dit que là, cette saison, en fait, le Milan devait se contenter des recrutements qui avaient été faits au mercato d'été et faire en sorte que les joueurs jouent. Alors, Salemakers et Messias ont été blessés, donc c'est aussi ça. Donc ça, c'est un petit peu au niveau de l'effectif. Effectivement, il y a eu... bonsoir Kev, ça va. Merci à tous d'être là et d'être dans les commentaires, c'est vraiment très très cool. Donc au niveau de l'effectif, on a fait un petit peu une revue d'effectifs. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient blessés, énormément de cadres, de leaders qui étaient blessés. Il y a aussi des joueurs qui ne sont plus vraiment à leur niveau parce que peut-être plus encadrés. Une intensité physique qui a baissé. La Coupe du Monde qui est venue par-dessus pour tuer nos derniers cadres, c'est-à-dire Théo Hernandez et Olivier Giroud. Et puis un côté droit qui est toujours très très en peine. Redbird qui veut pas dépenser là au mercato d'hiver pour un ailier droit. On parlait de Zaniolo aussi, Zaniolo qui est parti un petit peu en guerre avec la Roma. D'ailleurs, il a été menacé par des supporters récemment là. La Roma, c'est toujours un petit peu chaud. C'est plutôt un volcan type Naples que la Juve ou que l'Inter ou que le Milan. Donc oui, il a été écarté de la Roma absolument. Donc voilà, donc c'est la chose. Après, il y a le côté Pioli, on en a parlé. Pioli a failli se faire virer, a été confirmé lorsqu'il a perdu 5-0 en 2019, je crois, ou en 2020. C'était janvier 2020. Et puis finalement, il a enchaîné, il a réussi à convaincre, avec l'aide de Ibra et avec l'aide de Maldini, il a réussi à convaincre le groupe d'aller dans la direction de jeu. Il a un jeu très clair, Stefano Pioli, c'est vraiment un jeu très ambitieux. Il assume les déséquilibres. Il est absolument
Il est absolument, comment dirais-je, déterminé à être, il appelle ça être protagoniste du jeu. Il refuse absolument de mettre le bus et d'attendre que ça se passe. Bon, c'était cool, hein, pendant 2 ans et demi, les gens qui regardaient Milan, peu importe que vous soyez supporter ou pas, c'est très rare que vous emmerdiez devant un match du Milan. C'est une équipe qui joue très bien au football. Là, ça marche plus du tout. Alors, est-ce que c'est parce que effectivement le discours de Stefano Pioli passe plus, les joueurs n'adhèrent plus à son système? Moi, il y a un truc que je vois avec Stefano Pioli, c'est un homme bien, un être humain qui est gentil, qui est bien. On l'a vu, il était entraîneur de la Fiorentina, il était là lorsque le joueur de la Fiorentina, Davide, je me souviens plus de son nom, mais en tous les cas, Davide est mort d'un arrêt cardiaque. Je sais pas si vous vous souvenez sur le terrain. Il a encore son nom tatoué sur le bras. Il faut savoir d'ailleurs que ce joueur vient du centre de formation du Milan. Et en l'occurrence, c'est vraiment un bel être humain, Stefano Pioli. Le problème, c'est que par exemple, on a un groupe qui est relativement étoffé au Milan. Hein. Il y a une trentaine de joueurs professionnels, plutôt de bon niveau. Vous êtes quasiment certain de connaître la feuille de match au début du match. C'est très très rare qu'il fasse rentrer les gens qui sont sur le banc. Il va les faire rentrer, oui, 20 minutes. Vous savez à peu près en plus à quelle minute il va rentrer, sauf si le match se passe mal. Donc c'est déjà ça, c'est quand même un entraîneur qui réagit lorsqu'il est mené. Mais sinon, c'est vrai que je pense qu'il y a un problème de... oui, ça parlait de Saint-Maximin aussi, absolument, au Milan. Ça aurait été une super recrue. Oui, tout à fait. Il faut savoir que les clubs italiens ont tendance à recruter à l'étranger maintenant, plus qu'en Italie. Pourquoi? À cause de ce decreto crescito, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un peu la loi Beckham qu'il y a eu en Espagne pendant des années, qui facilitait en fait, qui réduisait les charges sociales lorsque vous recrutez un étranger qui n'a pas joué en Italie les 5 dernières années. Donc en fait, ça coûte beaucoup moins cher d'aller chercher Saint-Maximin dans un club anglais en termes de salaire que d'aller recruter, je sais pas, Kvaratskhelia au Napoli, on va dire. D'accord? Pour le même salaire, en fait, vous allez payer 2 fois moins de charges sociales, ce qui fait que le salaire va être quasi divisé par 2. Donc c'est un effet un peu pervers à la base d'un décret pour favoriser l'importation de talents en Italie, parce que c'est pas un décret réservé au football, hein, c'est un décret général qui fait en sorte que l'Italie voulait augmenter, on va dire, augmenter ses compétences dans tous les niveaux, dans tous les métiers. Et si vous recrutez un savoir-faire que vous n'avez pas en Italie, bah en fait, pour favoriser ce genre de recrutement, pour que les entreprises italiennes soient compétitives sur le marché du travail, bah, il y avait ce decreto crescito qui vous permettait d'économiser des charges sociales. Donc, c'est pour ça que Saint-Maximin, par exemple, est moins cher qu'un joueur qui a joué en Italie ou un joueur italien. Donc, c'est dommage. Ça favorise pas, malheureusement, les joueurs issus des centres de formation italiens. Mais bon. En tous les cas, revenons à Stefano Pioli, je pense que effectivement, peut-être que le groupe commence à être érodé. Ils ont peut-être l'impression que tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon, on connaît le 11 de départ. Donc c'est très frustrant, je pense, excepté à droite où il oscille entre Messias et Saelemaekers, mais c'est parce qu'il n'a pas de vrai titulaire à droite. C'est que des pansements sur des jambes de bois. Mais sinon, dans l'axe, vous êtes sûr que c'est Giroud. En numéro 10, vous êtes certain cette année, en tous les cas, l'année dernière que c'était Kessie et cette année que c'est Brahim Diaz. À gauche, c'est forcément Leao. Au milieu, c'est toujours Bennacer Tonali. Et derrière, c'est toujours Kalulu Otomori et Théo Hernandez et Calabria. Donc oui, il y a encore, et d'ailleurs j'ai pas parlé de Florenzi aussi, qui a été très important dans le titre l'année dernière et qui est aussi blessé de très longue durée. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je ne sais pas si le Milan va réinvestir sur le marché des transferts. Je ne sais pas si le retour dans le groupe de Ibrahimovic, Simon Kjær et puis Florenzi
va changer l'état d'esprit? Est-ce que Pioli va réussir à remobiliser cette équipe? En tous les cas, là, c'est maintenant ou jamais parce que Milan est devenu 6e du championnat. Et c'est clair que, oui, Maignan aussi, tout à fait, t'as raison. Et c'est clair que 6e du championnat, en fait, ça commence à craindre sérieusement parce que Milan, on va dire, dans son plan de développement, était obligé d'être en Ligue des Champions chaque année. Et il faut savoir que le titre l'année dernière était un accident. C'était pas du tout prévu que le Milan soit champion l'année dernière. Le plan qui était prévu par Elliott et maintenant par Redbird et Maldini et Massara et à l'époque Gazzidis et maintenant Scaroni, c'est d'être en Ligue des Champions de façon consistante pendant 5-6 ans, avant éventuellement de revenir sur le devant de la scène. Et en même temps, de construire un nouveau stade pour pouvoir avoir les moyens des ambitions du Milan. Donc le titre est peut-être venu un petit peu tôt, et je pense que c'est aussi ça qui déçoit beaucoup les tifosi, c'est qu'ils se sont dit « Ah mais en fait ça va être facile de revenir au sommet ». Et en fait, Milan est allé beaucoup trop vite l'année dernière, hein. Tout s'est bien goupillé, c'était assez magique la saison de l'année dernière, mais c'était pas prévu et c'était pas comme ça que ça devait se passer. Donc voilà. En tous les cas, ça va être un super feuilleton. On voit qu'il y a beaucoup de clubs qui sont des leaders naturels de leur championnat qui ont des grosses crises en ce moment. On parle de Liverpool, on parle du Bayern hein, qui vient d'enchaîner 3 matchs nuls, je crois. Le Milan qui s'effondre totalement. En Espagne, le Real fait pas un début d'année fantastique. Hein. La reprise derrière la Coupe du Monde aussi est compliquée. Donc c'est pas isolé, c'est pas anodin. Il y a le Paris Saint-Germain, j'en parle pas aussi, hein, qui enchaîne les mauvais résultats, qui fait des 1 point de moyenne par match depuis début janvier, depuis la reprise. Donc ça fait beaucoup. En fait, je sais pas exactement. Quel impact, vous savez, vous vous demandez, parce que là on n'a pas parlé de ça, mais vous vous demandiez un petit peu, on se demandait dans Buenos Aires Calcio quel impact avait la Coupe du Monde sur les championnats, sur même le résultat de la Coupe du Monde, mais surtout sur les grands clubs. Là on est en train de voir que peut-être qu'il y a une espèce de pattern qui se remet et tous les leaders des championnats précédents ont beaucoup de mal ces derniers temps. Donc je ne sais pas si ça va s'inverser là au cours du mois de février et si on va dire que la maladie dont ils souffrent tous va s'arrêter rapidement. En tous les cas, moi personnellement je le souhaite parce que j'aimerais bien voir Liverpool revenir dans la lutte en tous les cas pour la Ligue des Champions. J'aimerais bien voir le Bayern en tous les cas. Après le Bayern c'est sympa parce que justement le fait qu'ils soient un petit peu affaiblis, l'Union Berlin vient les titiller un petit peu et ça me ferait marrer de voir un duel jusqu'au bout. Le Real, ils ont quand même ils commencent à perdre pas mal de points contre le Barça, donc ce serait bien qu'ils reviennent un peu pour qu'il y ait une lutte pour le titre jusqu'à la fin. Et puis Milan, ce serait aussi bien que dans cette lutte à 5 pour les 4 places de Ligue des Champions, Milan soit pas décroché, quoi. Donc on va voir tout de suite, hein, parce que la semaine prochaine, c'est Milan-Inter. Donc je pense que si Milan est pas guéri, ça va se voir instantanément, sachant que l'Inter a battu le Milan 3-0 en finale de Supercoupe là, il y a à peine 2 semaines. Donc voilà. Sinon, au niveau fair play financier, merci de Chelsea. Oui, alors oui. On va en discuter. Je pense que ça peut être... alors, j'ai parlé de la Super League il n'y a pas très longtemps dans le 3e. Dans Buenos Aires Calcio, pardon, c'est l'habitude. Dans Buenos Aires Calcio. Mais c'est vrai qu'on pourrait reparler de Chelsea. Le fair play financier n'existe pas pour Chelsea. Hein. Donc voilà, il y a des priorités. Enfin voilà. Écoutez, c'était tout. C'est tout pour ce soir, pour mon avis sur l'AC Milan, les raisons pour lesquelles, comment est-ce qu'ils ont réussi à démarrer un cercle vertueux et comment est-ce qu'ils se sont mis dans cette espèce de cercle vicieux. Et puis j'ai hâte de savoir s'ils vont s'en sortir ou pas. Au-delà même de mon comment dirais-je, de ma préférence, on va dire, footballistique. Il y a Cancelo qui a signé au Bayern.
Ah bah alors si c'est le cas, ça c'est une superbe recrue pour le Bayern. Mais je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui j'étais sur la route, donc je n'ai pas pu lire les news. Donc comme chaque gros transfert à Munich, oui, Ludo Kopex qui nous dit, comme chaque gros transfert à Munich, on le voit pas venir. Et c'est vrai que Cancelo c'est une super, mais alors un super recrutement. Ah, prêt avec option d'achat de 80 millions d'euros. Bah écoute, merci de l'info, je ne le savais absolument pas et franchement c'est une super nouvelle pour le Bayern. Donc ça va être c'est peut-être une moins bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On verra. Enfin. Bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir assisté à Buonasera Calcio ce soir. Maintenant, les horaires sera toujours à 20h30 le lundi et le jeudi soir. Donc on se revoit jeudi prochain à 20h30 pour un autre épisode, un autre sujet de Buonasera Calcio. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur Buonasera Calcio sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, et puis vous pouvez réécouter les émissions soit sur YouTube, sur la chaîne de Buonasera Calcio, soit sur Apple Podcast ou toutes les autres plateformes de streaming. Voilà, en tous les cas, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir que vous ayez été là. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ragazzi, à la semaine prochaine.